La mer de Corail est considérée comme l'une des plus belles au monde. Des eaux turquoises, des récifs, des îles tropicales à l'horizon. Mais les brochures touristiques ne mentionnent pas le principal mystère de cette mer. En 1872, le brick Mary Celeste a été découvert. Le navire naviguait à voile partiellement hissé, la cargaison était intacte, l'équipage avait disparu. Depuis un siècle et demi, cet événement est devenu la référence en matière de mystère maritime, une histoire à laquelle tous les cas similaires sont comparés. Et voilà qu'en avril 2007, 3 Australiens ont quitté Early Beach à bord d'un catamaran pour contourner la côte du pays. 3 jours plus tard, leur embarcation a été retrouvée à la dérive à 88 milles de la côte. Les 3 hommes avaient disparu sans laisser la moindre trace de lutte, ni signal de détresse, ni note. Leur gilet de sauvetage était intact. Leur canot pneumatique était arrimé à la poupe. Le coroner qualifiera cela d'accident. Mais son propre rapport commencera par l'aveu qu'en réalité, il ne comprend toujours pas ce qui s'est exactement passé là-bas. Derek Batten, que ses amis appelaient Des, posait des moquettes. Âgé de 56 ans, il vivait à Perth avec sa femme Jennifer et menait la vie tranquille d'un artisan semi-professionnel qui accepte les commandes quand il le souhaite et les refuse quand il ne le souhaite pas. À 50 ans, il avait eu une crise cardiaque, après quoi il prenait des médicaments contre le diabète et l'hypercholestérolémie. Un homme qui, à tous égards, aurait dû passer sa retraite au bord de la mer. Au lieu de cela, en 2006, Batten acheta un catamaran. Le bateau s'appelait Kaz 2, 9 mètres 8 dixièmes de long, 2 coques, un moteur diesel, construit en 1980. Il l'avait payé 80 000 $. Le vendeur, Graham Douglas, lui a remis le bateau en bon état et lui a donné un conseil dont Batten s'est souvenu, mais qu'il n'a pas pleinement apprécié, à en juger par la suite des événements. Batten avait suivi des cours de navigation côtière, de radiocommunication et de premiers secours. Il avait pris la mer à 2 reprises à bord du Kaz 2 pour se rendre dans la région des îles Whitsunday, au large de la côte est de l'Australie, et était revenu sans encombre à chaque fois. Cela suffisait pour de courtes sorties côtières. Mais selon Douglas, cela ne suffisait pas pour ce qu'il avait prévu de faire ensuite. Le projet était ambitieux. Faire le tour de la côte nord de l'Australie en catamaran depuis le Queensland pour revenir à Perth. Un voyage de 6, voire 8 semaines. Au départ, Batten avait prévu de partir avec sa femme. Mais il a ensuite estimé que 2 personnes à bord n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité et a invité des voisins. Les frères Peter et James Tenstead habitaient en face des Battens, dans la banlieue de Perth. Peter avait 69 ans, James 63. Tous 2 étaient à la retraite. Dans leur jeunesse, ils avaient navigué sur de petits bateaux et avaient travaillé quelque temps comme opérateurs radio au sein d'un service bénévole de sauvetage en mer. Mais ils n'avaient jamais piloté de gros navires en haute mer et, surtout, Peter ne savait pas nager. 3 hommes, que la presse australienne qualifiera plus tard de vrais hommes de la campagne australienne, se sont préparés à ce périple pendant plusieurs mois. Chaque jour, ils discutaient des détails. Ils traçaient leur route sur ordinateur, planifiaient leurs escales, convenaient de ne pas naviguer de nuit et de rester près des côtes. Batten a installé des panneaux solaires et du matériel de pêche sur le catamaran afin d'assurer son autonomie pendant cette longue traversée. Pour plus de sécurité, il a placé sous son lit un fusil de calibre 44 dans un conteneur fermé. Graham Douglas, l'ancien propriétaire, observait les préparatifs. Lors de l'interrogatoire, il déclarera plus tard avoir vu 3 hommes s'efforcer de maîtriser le système de navigation du navire et que ce spectacle n'inspirait guère confiance. Selon ses dires, il avait directement averti Batten. « Ne vous aventurez pas au-delà des îles Whitsunday. Au-delà de l'archipel s'étend la mer de Corail, et votre expérience n'est pas suffisante pour y naviguer. » Batten l'a écouté. D'après les souvenirs de Douglas,
les hommes semblaient nerveux, mais déterminés à prendre la mer. Le 14 avril 2007, le CAS 2 devait quitter le port de Shoal Harbour, près d'Airlie Beach, dans l'État du Queensland. Première étape du parcours, 270 km vers le nord jusqu'à Townsville. De là, le long de la côte vers l'ouest, puis tout autour du continent jusqu'à la maison. Le départ n'a pas eu lieu. L'équipage a rencontré des problèmes avec le GPS. Le système refusait de fonctionner correctement. L'erreur s'est avérée être d'origine humaine et elle a pu être corrigée. Mais la journée était perdue. Le lendemain matin, le dimanche 15 avril, le CAS 2 a enfin quitté Airlie Beach. Il était environ 10 heures. Le temps était relativement calme depuis le matin, mais de gros nuages s'amassaient déjà à l'horizon. Plus tard, les services météorologiques ont enregistré dans cette région des rafales de vent atteignant 26 miles à l'heure. 1h30 après le départ, l'un des membres d'équipage a téléphoné à sa femme. La conversation a été brève et banale. Rien n'y laissait présager d'inquiétude ou de problème. Ce fut le dernier contact confirmé avec la famille. À 10h05 du matin, James Stanstead a filmé une courte séquence avec sa caméra. L'enregistrement montre Batten à la barre, le catamaran naviguant à la voile. Peter Stanstead est assis sur l'échelle arrière et pêche. La barrière de sécurité à côté de lui est abaissée. Une longue corde blanche s'étire derrière le bateau. Des fenders, ces pare-chocs cylindriques souples que l'on suspend le long des flancs pour protéger le bateau lors de l'amarrage à un quai ou à un autre navire, sont accrochés au bastingage des deux côtés. La mer est agitée. Aucun des 3 hommes ne porte de gilet de sauvetage. On entend dans le plan les hommes discuter de la météo à l'horizon. Le ciel devant eux semble menaçant. La caméra pivote à 360 degrés. On aperçoit les îles Gracie, Gambrel et Armit. Grâce à ces repères, les enquêteurs détermineront plus tard l'emplacement exact du catamaran au moment de la prise de vue. Sur l'enregistrement, le t-shirt et les lunettes de James Stanstead ne se trouvent pas là où ils seront retrouvés par la suite, ce qui signifie qu'il les a déplacés après la fin de la prise de vue. L'enregistrement s'interrompt. Personne n'a rallumé la caméra. Ivan Orms, opérateur radio bénévole, déclarera plus tard qu'à 18h45 ce même jour, il a reçu un message radio du CAS 2 indiquant une position dans la région de George Point. Le trajet entre Airlie Beach et George Point dure environ 2h30. On ignore ce que l'équipage a fait pendant tout ce temps. Une explication possible. Ils ont simplement pêché toute la journée. Une autre. Ils ont de nouveau rencontré des problèmes de navigation. Les données GPS, extraites par la suite du système de bord, montreront que, dans la matinée du 15 avril, le catamaran se dirigeait vers le nord-est, en direction d'une houle de plus en plus forte. Et dans l'après-midi, les coordonnées ont commencé à varier de manière chaotique. Personne ne pilotait plus le bateau. Il dérivait. Le 16 avril, le lendemain, le bateau de pêche Gillian a aperçu un catamaran blanc qui dérivait sans qu'on puisse voir qui le pilotait. Sa voile était déchirée. L'équipage du Gillian n'a pas contacté les gardes-côtes et ne s'est pas approché. Ils ont poursuivi leur route. 2 jours supplémentaires se sont écoulés. Le 18 avril, un hélicoptère des services de secours qui effectuait une patrouille de routine au-dessus de la grande barrière de corail a repéré le CAS 2 à la dérive à 88 milles marins au nord-est de Townsville. Le pilote a signalé que l'équipage se trouvait peut-être en détresse. Mais ce n'est que le 20 avril, 2 jours après la découverte, qu'il a été possible de s'approcher du navire et de monter à bord. Lorsque les sauveteurs sont montés sur le pont, ils ont découvert une scène que John Hall, officier des services d'urgence, a résumée en une seule phrase. On aurait dit que le bateau venait d'être abandonné. Le moteur tournait au ralenti. La lumière était allumée dans la cabine. Les instruments de navigation étaient allumés. La radio fonctionnait correctement. Un journal ouvert était posé sur la table du salon.
À côté, se trouvait une boîte contenant des couteaux de pêche dans un étui en plastique. Les couteaux semblaient n'avoir pas servi depuis longtemps. Dans l'évier se trouvaient plusieurs couteaux à huile. Sur l'un des bancs, on a trouvé une tasse à café bleu à côté d'une bouée de sauvetage. Les gilets de sauvetage, tous sans exception, se trouvaient dans leur fixation d'origine. Le canot pneumatique était arrimé à l'arrière en position de transport. L'ancre était relevée. Les portefeuilles, les passeports et les documents du navire étaient à leur place. Sous le lit de bâtaine, un conteneur scellé renfermait un fusil de calibre 44 et des munitions. Une autre cartouche, du même calibre, a été trouvée dans la boîte. Aucun objet de valeur n'avait disparu. De l'extérieur, le tableau était tout autre. La trinquette, la voile triangulaire avant, était réduite en lambeaux. La toile pendait en lambeaux sur l'étail, le câble avant reliant le mât à la proue. Les bordages pendaient toujours des lisses des deux côtés. Et encore un détail que les sauveteurs ont immédiatement remarqué. Un leurre de pêche, un appât métallique pour la pêche à la traîne, s'était enroulé autour du gouvernail gauche du catamaran. L'officier de sauvetage, Corey Benson, l'un des premiers à monter à bord, a avoué plus tard, lors de son interrogatoire, que sa plus grande crainte, à ce moment-là, était de tomber sur quelqu'un qui n'apprécierait pas sa présence sur le bateau. Il gravit l'échelle arrière, n'entendant que le ronronnement régulier du moteur diesel au ralenti et le claquement de la voile déchirée dans le vent. À l'intérieur de la cabine, le silence régnait. La lumière était allumée, les appareils fonctionnaient, la ventilation diffusait de l'air chaud dans le salon. L'atmosphère semblait si intacte qu'on aurait dit que les gens s'étaient absentés un instant et allaient revenir d'un moment à l'autre. Benson inspecta chaque compartiment, jeta un œil dans chaque coffre. Il n'y avait personne à bord. L'opération de recherche et de sauvetage a débuté le jour même, le 18 avril. La coordination a été assurée par le service australien de sécurité maritime, qui s'est également chargé de la partie aérienne, tandis que la police maritime du Queensland s'est occupée de la partie maritime. Un avion de la marine a été le premier à se rendre dans la zone de dérive et a commencé à inspecter les eaux autour de la dernière position connue du catamaran. Parallèlement, des équipes de sauvetage bénévoles venues de plusieurs villes côtières ont lancé des recherches le long du littoral et parmi les îles. Dans la nuit, un avion équipé d'un système infrarouge a décollé. Il a survolé les récifs et les îlots coralliens où une personne aurait théoriquement pu rejoindre la terre ferme et attendre les secours. Le lendemain, l'opération battait son plein. Le 19 avril, 2 hélicoptères de sauvetage du service d'intervention d'urgence du Queensland, 9 avions, dont des appareils militaires et civils, 4 bateaux de sauvetage bénévoles et des vedettes de la police maritime de Townsville opéraient dans la zone de recherche. La zone couvrait environ 700 000 marins carrés, soit environ 2400 km² d'eau libre, de récifs et de zones côtières. Les données GPS ont été extraites du système de bord CAS-2. Elles ont permis de reconstituer l'itinéraire. Le matin du 15 avril, le catamaran suivait un cap régulier vers le nord-est, mais vers le soir du même jour, il a cessé de se déplacer de manière dirigée. Ces données ont permis de réduire la zone de recherche, mais n'ont pas apporté de réponse à la question principale. À quel moment précis l'équipage s'est-il retrouvé à l'eau et jusqu'où le courant a-t-il pu les emporter en 3 ou 4 jours? On fit appel au docteur Paul Lakin, spécialiste de la survie en mer. Son verdict fut sans appel. Si les hommes s'étaient retrouvés à l'eau le 15 avril sans aucun équipement de sauvetage, leur chance d'être encore en vie le 19 était quasi nulle. Mais l'espoir subsistait que l'un d'entre eux ait pu atteindre la terre ferme, l'une des îles ou l'un des récifs éparpillés dans les eaux de la Grande Barrière de Corail. Les équipes de recherche ont poursuivi leurs opérations. Les avions volaient à basse altitude au-dessus de l'eau. Les hélicoptères faisaient station au-dessus de chaque tache suspecte à la surface, tandis que les bateaux passaient au peigne fin les secteurs en tenant compte de la direction des courants et de la force du vent des jours précédents.
Le 20 avril, le CAS-2 a été remorqué jusqu'au port de Townsville et mis en cale sèche pour y subir une expertise médico-légale. Les sergents Paul Molloy et Shane Bardell, de la police du Queensland, ont mené les opérations en collaboration avec des experts maritimes. L'expertise a duré plusieurs heures. La coque du catamaran s'est avérée intacte sur le plan structurel. Aucun dommage dû à la collision, aucune voie bille d'eau. Les cales étaient bandes sèches, aucun signe d'envahissement n'a été constaté. Les systèmes de communication d'urgence étaient en état de marche, mais aucun d'entre eux n'avait été activé. Ni la balise radio de détresse, ni le lance-fusée manuel, ni la radio de bord en mode détresse. Les experts en criminalistique ont recherché des traces de la présence d'intrus, empreintes digitales, traces de chaussures, échantillons biologiques, rien qui puisse indiquer la présence d'une autre personne que les 3 membres d'équipage n'a été découvert à bord. Aucune trace de lutte. Aucun dommage n'a été constaté sur le mobilier ou l'équipement, à l'exception de ceux qui, comme on l'a établi par la suite, ont été causés lors du remorquage. Quelques magazines, un bout de journal et un sac de vin ont glissé sur le sol pendant le transport vers le port. Mais pour le reste, la cabine était restée dans l'état où l'équipage l'avait laissée. Le sergent Molloy a déclaré par la suite, lors de l'enquête préliminaire, qu'il n'avait trouvé aucune raison de soupçonner un crime. À la question de la veuve de Peter Tanstead, Frances, qui lui demandait pourquoi la police n'avait pas procédé à une expertise dactyloscopique complète, il a répondu que sa longue expérience lui indiquait que cela n'était pas nécessaire. Selon lui, ils étaient restés longtemps sur le bateau, l'avaient fouillé de fond en comble et n'avaient rien trouvé de suspect. S'il y avait eu le moindre signe d'acte de violence, ils auraient utilisé toutes les méthodes à leur disposition. Mais Molloy était l'un des rares à être convaincu par ses conclusions, car les indices découverts à bord formaient un ensemble qui échappait à toute logique simple. La cabine semblait indiquer que l'équipage s'apprêtait à dîner ou venait de le faire. Un journal sur la table, des couteaux dans l'évier, une tasse sur le banc. Mais si le dîner avait été interrompu brusquement, pourquoi tout était-il si bien rangé? Où étaient jetées les traces de précipitation, la vaisselle renversée, les objets éparpillés? Les gilets de sauvetage sont restés dans leur support. Si des hommes sont confrontés à un danger en mer, à une dégradation des conditions météorologiques ou au risque de passer par-dessus bord, la première chose que fait tout marin, même inexpérimenté, c'est d'enfiler son gilet. Ils ne l'ont pas fait. Cela signifie donc soit que la menace est apparue si soudainement qu'elle ne leur a pas laissé le temps de réagir, soit qu'au moment où tout s'est passé, ils ne pensaient pas être en danger. Le canot pneumatique était amarré à la poupe. Si l'équipage a quitté le navire de son plein gré, pourquoi aurait-il laissé à bord le seul moyen de sauvetage? S'il a été emmené de force, qui a fait cela? Et pourquoi n'a-t-on touché ni aux objets de valeur, ni aux armes? Les fendeurs, suspendus des 2 côtés du navire, ont particulièrement attiré l'attention. Les fenders, cylindres souples gonflables ou rembourrés, sont suspendus à bord pour protéger la coque lors de l'amarrage près d'un quai ou d'un autre navire. En pleine mer, on les retire généralement. La nièce de Batten, Hope Hyming, l'a clairement souligné. La seule raison pour laquelle on suspend des fenders, c'est l'approche d'un autre navire ou l'approche d'un quai. La police de Townsville a objecté. Sur les petits bateaux, on laisse souvent les fenders suspendus en permanence, par paresse ou par habitude. Une vidéo filmée par l'équipage le matin du 15 avril a confirmé que les boudins étaient déjà suspendus au haut banc au moment de l'enregistrement, avant même que quoi que ce soit ne se passe. Cela pouvait signifier que les hommes avaient simplement oublié de les retirer en quittant la marina. Mais cela pouvait aussi signifier autre chose. Un leurre de pêche, pris dans le gouvernail gauche, s'est avéré être l'une des découvertes clés. Si un membre de l'équipage pêchait à l'arrière et que la ligne s'était prise dans le mécanisme de gouvernail, la réaction logique aurait été d'essayer de la dégager. Pour cela, il fallait se pencher par-dessus la poupe ou descendre vers l'eau. Sur une mer agitée,
sans gilet de sauvetage et avec la barrière de sécurité abaissée, c'était dangereux. La vidéo a montré exactement cette scène. Peter Tensted était assis sur l'échelle arrière et pêchait. La barrière à côté de lui était abaissée. Il ne portait pas de gilet de sauvetage et Peter Tensted ne savait pas nager. Plus l'enquête s'enfonçait dans les détails de l'affaire, plus l'enchevêtrement d'incohérences s'épaississait. La voile de trinquette déchirée indiquait un vent violent ou un changement brusque de direction. Mais si le vent était assez fort pour déchirer la voile, pourquoi la cabine était-elle restée intacte? Les objets posés sur la table n'avaient pas bougé. La tasse était debout et non pas couchée sur le côté. Une tempête capable de détruire une voile laisse des traces à l'intérieur du navire. Ici, il n'y en avait pas. Les données GPS ont soulevé de nouvelles questions. D'après les enregistrements, le catamaran a maintenu un cap stable vers le nord-est jusqu'à un certain moment dans l'après-midi du 15 avril, après quoi il a commencé à dériver. Mais l'opérateur radio Ivan Orms a affirmé avoir reçu un message du CAS 2 à 18h45, alors que, selon le GPS, le navire n'était déjà plus sous contrôle. Si Orms a raison, cela signifie que quelqu'un se trouvait à bord et a établi la communication après le début de la dérive. Si les données GPS sont exactes, cela signifie que le message d'Orms est soit erroné, soit qu'il provient d'un autre navire. Le timing ne collait pas non plus. Le trajet entre Early Beach et George Point, d'où, selon Orms, provenait le dernier signal, prend environ 2h30. Le catamaran était parti à 10h du matin. Le message radio a été enregistré à 18h45. Qu'a fait l'équipage pendant plus de 8 heures? Il pêchait. Il avait des problèmes de navigation. Il a rencontré un problème dont il n'a pas fait part. Le t-shirt et les lunettes de James Tensted ont également soulevé des questions. Sur la vidéo enregistrée à 10h05, ils se trouvent au même endroit. Lorsque les experts ont inspecté le bateau, ces mêmes objets se trouvaient ailleurs. James les a déplacés à un moment donné après la fin de l'enregistrement. Pourquoi a-t-il retiré son t-shirt? Pourquoi a-t-il rangé ses lunettes? Avait-il chaud? Ou se préparait-il à quelque chose qui exigeait une liberté de mouvement? Par exemple, pour se pencher vers l'eau et démêler la ligne de pêche sur le gouvernail. Le bateau de pêche, Gillian, qui avait aperçu le catamaran à la dérive dès le 16 avril, soit 2 jours avant sa découverte officielle, ne s'est pas approché et n'a pas donné l'alerte. Si l'équipage du Gillian avait contacté les gardes-côtes le jour même, les recherches auraient ensuite commencé 48 heures plus tôt, dans les eaux de la mer de Corail, avec ses courants et sa température. 48 heures pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Mais le Gillian est passé son chemin. Puis il s'est écoulé encore 2 jours entre la découverte du catamaran par l'hélicoptère, le 18 avril, et l'embarquement de l'équipe de sauvetage à bord, le 20. 2 jours pendant lesquels le CAS 2 a continué à dériver sans surveillance, tandis que son équipage, si certains de ses membres parvenaient encore à se maintenir à flot ou sur un bout de terre, restait sans secours. La controverse autour du repas sur la table a fait l'objet d'un débat à part entière. Les premiers articles de presse décrivaient un repas interrompu. Assiettes, couverts, nourriture. John Hall, un officier des services d'urgence, a confirmé dans une interview que des couverts étaient disposés sur la table. Cependant, le rapport du coroner ne mentionne qu'un journal dans le salon. Certains chercheurs s'intéressant à l'affaire pensent que la nourriture sur la table pourrait être un mythe journalistique né des faits réels et ayant ajouté une touche supplémentaire de mystère à l'histoire. Il est désormais impossible de déterminer où se situe la frontière entre ce qui se trouvait réellement sur la table et ce que l'imagination des journalistes y a ajouté. Une autre hypothèse faisait état d'un banc de sable. La région de George Point, d'où provenait le dernier signal radio, est connue pour ses zones de faible profondeur. Si le catamaran s'était échoué, l'équipage aurait pu tenter de le repousser à l'eau en sautant par-dessus bord.
Une rafale de vent soudaine aurait pu emporter le bateau allégé, laissant les hommes dans l'eau sans possibilité de revenir. Cette hypothèse expliquerait pourquoi des serviettes séchaient sur le pont. Mais les données GPS n'ont pas enregistré d'arrêt caractéristique d'un échouage et cette hypothèse n'a pas été confirmée. En avril, dans cette partie de la mer de Corail, c'est la saison des tornades marines. Ces colonnes d'eau qui se forment au-dessus de la surface et peuvent frapper sans crier gare. Elles se forment près du rivage, précisément dans la zone où se trouvait le CAS 2, et sont suffisamment puissantes pour déchirer une voile, projeter des personnes par-dessus bord et même déclencher les fixations à dégagement rapide du radeau de sauvetage. Les relevés météorologiques du 15 avril n'ont pas signalé de tornades dans cette région. Mais les tornades au-dessus de l'eau ne figurent souvent pas dans les rapports, car personne n'est là pour les observer. Le 21 avril, à 16 h, les recherches aériennes et maritimes ont été officiellement suspendues. Le docteur Lakin a confirmé son évaluation. Si les hommes se trouvaient dans l'eau depuis le 15 avril, ils ne pouvaient plus être en vie à ce moment-là. Les courants, la température de l'eau, l'absence de moyens de sauvetage, leurs conditions physiques. Bâton souffrait de diabète et avait déjà eu un infarctus, tandis que Peter Tensted ne savait pas nager. Tout indiquait une seule issue. Le 23 avril, à la suite de nouvelles informations dont la nature n'a pas été rendue publique, une nouvelle opération de recherche a été menée le long de la côte. Elle n'a pas non plus donné de résultats. Le 25 avril, l'opération de recherche a été définitivement suspendue. Les familles d'Ababaï des disparus n'ont pas baissé les bras. Début mai, les épouses et les proches de Batten et des Tensted ont affrété des hélicoptères à leurs frais et ont poursuivi l'exploration de la zone maritime et des îles. Ils ont dépensé des dizaines de milliers de dollars. Les hélicoptères survolaient les récifs à basse altitude. Les pilotes scrutaient chaque objet blanc sur les bancs de sable, chaque tache sur le sable des îlots coralliens. Aucune trace des 3 hommes n'a été découverte. Ni corps, ni fragments de vêtements, ni débris d'équipement. La mer de Corail n'a rien rendu. Au début de l'été 2007, il était devenu évident qu'on ne les retrouverait plus vivants. La question se posait désormais autrement. Était-il au moins possible de déterminer ce qui leur était arrivé et de permettre aux familles de tourner la page ? À ce moment-là, la presse internationale avait déjà donné un nom à cette affaire. Le CAS 2 était devenu le bateau fantôme, le Mary Céleste australien. Des articles paraissaient dits sur la BBC, dans le Guardian, ainsi que dans des journaux australiens de Sydney à Perth. Ce catamaran blanc, dont le moteur fonctionnait mais dont le pont était vide, est devenu l'une des images les plus emblématiques de l'énigme maritime du XXIe siècle. Mais l'intérêt des journalistes ne portait pas tant sur la recherche d'une réponse que sur la mise en scène du mystère. Quant à la réponse, si tant est qu'elle existât, il fallait la chercher au tribunal du coroner. Le 4 août 2008, 16 mois après la disparition de l'équipage, l'enquête s'est ouverte devant le tribunal du coroner de Townsville. Elle était présidée par Michael Barnes, coroner de l'État du Queensland. 3 questions se posaient à lui. Ces personnes étaient-elles décédées? Dans quelles circonstances étaient-elles mortes? Et les recherches avaient-elles été menées de manière appropriée? Au cours des 4 jours d'audience, le tribunal a entendu 27 témoins. La version officielle, telle que l'a exposée le coroner Barnes dans son rapport, était la suivante. Le matin du 15 avril, vers 10 h, le CAS 2 naviguait à la voile dans la région de George Point. Jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Au cours de l'heure qui a suivi, la situation a changé. Les hommes ont retiré la corde blanche qui traînait derrière la poupe et l'ont posée sur le pont avant, peut-être pour la faire sécher. James Tensted, pour des raisons inconnues, a retiré son t-shirt et ses lunettes et les a posés sur le siège arrière. Comme un leurre de pêche a été retrouvé emmêlé dans le gouvernail gauche, le coroner a émis l'hypothèse que l'un des frères Tensted avait tenté de le dégager et était tombé à l'eau.
le deuxième frère a sauté à l'eau pour lui porter secours. Resté seul, à bord, Batten a démarré le moteur et a commencé à affaler les voiles afin de faire demi-tour et de rejoindre les deux hommes tombés à l'eau. À ce moment-là, le vent a brusquement changé de direction et le baume, la poutre horizontale à laquelle est fixé le bord inférieur de la grand-voile, a basculé en travers du pont et a projeté Batten par-dessus bord. 3 hommes se sont retrouvés à l'eau. Aucun d'entre eux n'était un bon nageur. Peter Townsend ne savait absolument pas nager. La mer était agitée. Sans gilet de sauvetage, sans moyen de rester à la surface, dans une houle de plus en plus forte, ils ont rapidement épuisé leurs forces. Le coroner a qualifié cette succession d'événements de chaîne de malchance et a conclu que le décès était le résultat d'un accident. L'enregistrement vidéo lui-même a été présenté lors de l'interrogatoire. Outre les détails techniques exploités par les enquêteurs, on y entendait une conversation. James Townsend, qui tenait la caméra, et Batten se moquaient de Peter, assis sur l'échelle arrière avec sa canne à pêche. Peter, qui ne savait pas nager, se trouvait à l'endroit le plus vulnérable du bateau, la rambarde abaissée, sans gilet de sauvetage au-dessus de l'eau, et ses compagnons riaient. Non par cruauté, mais par cette insouciance propre à ceux qui ne savent pas encore comment la journée va se terminer. Ils discutaient du ciel devant eux, qui semblait menaçant, mais ne voyaient pas là une raison suffisante pour changer quoi que ce soit. Plusieurs éléments venaient étayer cette version. La vidéo confirmait que Peter Townsend pêchait à l'arrière du bateau, la rambarde abaissée et sans gilet de sauvetage. Le leur était bel et bien enroulé autour du guidon. Aucun des 3 hommes ne portait de gilet sur la vidéo. La trinquette était déchirée, ce qui indiquait un vent fort ou un changement brusque de direction. Et c'est précisément ce type de vent qui aurait pu entraîner un mouvement incontrôlable de la baume. D'autres éléments contredisant cette version. L'état de la cabine ne correspondait pas à un scénario impliquant des vents violents. Si la rafale avait été suffisamment forte pour déchirer la voile et projeter la baume avec une telle violence qu'un homme adulte soit passé par-dessus bord, pourquoi la tasse posée sur le banc était-elle restée en place? Pourquoi le journal posé sur la table n'avait-il pas bougé? Les détracteurs ont souligné que le scénario de 3 chutes successives par-dessus bord était statistiquement peu probable. Chaque événement suivant de la chaîne devait se produire dans un intervalle de temps très court. Sinon, au moins, l'un des hommes aurait eu le temps de réagir, d'enfiler son gilet de sauvetage, de lancer un signal de détresse ou d'activer la balise radio. Le coroner lui-même a reconnu le caractère limité de ses conclusions. Dans son rapport, il a clairement indiqué qu'il ne pouvait se prononcer avec certitude sur les circonstances du décès. L'hypothèse d'un acte de piraterie ou d'une attaque par un autre navire a été l'une des premières à être avancée. Les drapeaux hissés des 2 côtés laissaient penser qu'un autre navire s'était approché du case 2. La région de la Grande Barrière de Corail, malgré sa réputation touristique, n'est pas à l'abri de la criminalité. Les bateaux de pêche et les navires de marchandises y circulent sans contrôle strict, et des cas de collision entre plaisanciers et inconnus dans ces eaux ont déjà été signalés par le passé. Les bordages et l'état général intact de l'intérieur plaidaient en faveur de cette version. Si l'équipage avait été évacué par des personnes venues à bord de leur propre navire, cela expliquerait pourquoi tout était resté en place. Les gens sont partis, les affaires sont restées. Cory Benson, le premier sauveteur à monter à bord, a avoué que son premier réflexe en montant sur le pont avait été précisément la crainte de se retrouver face à un agresseur. Les faits contredisaient la thèse du piratage. Les objets de valeur n'avaient pas été touchés. Les portefeuilles, les passeports, le fusil et ses munitions, tout était à sa place. Les experts en criminalistique n'ont trouvé aucune trace de la présence d'un intrus. Ni empreinte digitale, ni trace biologique, ni dommage caractéristique d'une effraction. La police de Townsville a déclaré que cette hypothèse n'avait pas été confirmée. Comme le montrait l'enregistrement vidéo, les amarres
étaient encore accrochés au taquet au moment du départ, ce qui indiquait très probablement un simple oubli de l'équipage, et non une préparation à un amarrage en pleine mer. La piste d'une vague anormale a été examinée séparément. Dans la pratique de la navigation, on parle de vague meurtrière. Il s'agit d'une vague isolée dont la hauteur dépasse largement la hauteur moyenne des vagues dans cette zone. Elle se forme lorsque plusieurs systèmes de vagues se rencontrent et peut s'abattre sur un navire sans avertissement. Une telle vague aurait pu emporter une ou deux personnes du pont, après quoi une troisième aurait péri en tentant de leur porter secours. Des marins expérimentés qui ont commenté l'affaire ont fait remarquer que même par une houle modérée de 15 à 20 nœuds, une telle vague peut prendre par surprise, en particulier sur un catamaran, dont la conception le rend stable au roulis, mais vulnérable au déferlement par l'arrière. Les relevés météorologiques n'ont pas enregistré de vagues anormales ce jour-là, mais, comme dans le cas des tornades, l'absence d'enregistrement n'équivaut pas à l'absence du phénomène. L'hypothèse d'une mise en scène de la disparition a été envisagée comme une obligation formelle de l'enquête. Dans tous les cas où les corps n'ont pas été retrouvés, la police est tenue de vérifier si la disparition n'est pas volontaire. L'enquête a examiné la situation financière des 3 hommes. Aucun d'entre eux n'avait de dettes importantes, de police d'assurance d'un montant inhabituel ou d'autres motifs évidents. Les familles ont catégoriquement rejeté cette hypothèse. Jenny Tenstead, la veuve de Peter, a souligné que son mari n'aurait jamais quitté sa famille de son plein gré. Aucun motif financier justifiant une mise en scène n'ayant été découvert, l'enquête a classé cette piste. Il restait encore un autre ensemble d'hypothèses, difficiles à qualifier de rationnelles, mais qui circulaient néanmoins dans les discussions sur l'affaire. Des messages faisant état d'observations d'objets non identifiés dans la région de la mer de Corail à cette période ont fait surface sur des forums Internet. Il y était question d'anomalies liées à la proximité de la grande barrière de corail et aux particularités des champs magnétiques dans cette zone. Aucune preuve n'a été présentée à l'appui de ces explications, et l'enquête officielle ne les a pas prises en considération. Entre toutes ces versions, il restait un vide qu'aucune d'entre elles ne comblait entièrement. La version officielle expliquait comment les hommes avaient pu se retrouver à l'eau, mais ne rendait pas compte de l'ordre qui régnait dans la cabine. La version de la piraterie expliquait l'ordre, mais ne justifiait pas pourquoi les pirates auraient enlevé les personnes et laissé tout le reste. La version de la mise en scène n'expliquait rien, si ce n'est le fait même de l'absence des corps. Chaque explication tenait la route jusqu'à un certain point, puis se heurtait à un détail qui la contredisait. Le 7 août 2008, le coroner Barnes a rendu son verdict. Conclusion officielle, mort accidentelle. Le document utilisait le terme « misadventure », qui en langage juridique désigne un décès résultant d'actes imprudents ou risqués, sans intention criminelle. L'affaire a été classée. Pour les familles, ce verdict a marqué l'aboutissement d'un parcours de 16 mois. Jenny Tenstead, la veuve de Peter, a publiquement qualifié la version officielle de la plus plausible parmi toutes celles examinées. Il s'agissait moins d'un accord que d'une acceptation. Parmi toutes les explications possibles, celle du coroner donnait au moins une image dans laquelle la mort était accidentelle et non intentionnelle. Jennifer Batten, l'épouse du skipper, a raconté lors de l'audience à quel point son mari s'était préparé minutieusement pour cette traversée. Les itinéraires étaient tracés chaque jour, les caps discutés pendant le dîner, les mesures de sécurité planifiées à l'avance. Ils avaient convenu de ne pas naviguer de nuit et de rester près des côtes. Elle était convaincue que Death était prêt. Malgré son diabète, malgré son infarctus, malgré le fait que son expérience se limitait à 2 sorties dans la région de Whitsunday, elle y croyait parce qu'il y croyait. Lors de cette même audition, Graham Douglas a réitéré ses propos. Il les avait prévenus. Il avait vu ces 3-là s'essayer à la navigation. Il leur avait dit de ne pas s'éloigner au-delà de l'archipel. Ils l'ont écouté, puis sont partis.
Le coroner s'est également penché sur la question de savoir si les recherches avaient été menées de manière appropriée. Le dossier d'enquête faisait état d'un délai entre la première localisation du catamaran par hélicoptère, le 18 avril, et l'embarquement de l'équipe de sauvetage à bord, le 20. 2 jours durant lesquels le bateau a continué à dériver, et l'équipage, si certains de ses membres étaient encore en vie, est resté sans secours. Une question distincte concernait le navire Gillian, qui avait aperçu le CAS 2 dès le 16 avril sans en informer les autorités. Le coroner n'a pas rendu de conclusion spécifique sur ces incidents, mais le simple fait qu'ils aient été consignés dans le dossier d'enquête indiquait que le système d'intervention n'avait pas fonctionné de manière irréprochable. Une fois le verdict rendu, l'affaire a été classée sans suite. La police du Queensland n'a plus mené d'actions actives. Les opérations de recherche n'ont pas repris. La zone maritime où les 3 hommes auraient péri a retrouvé son rythme habituel. Les bateaux de pêche, les yachts et les vedettes de la garde côtière empruntaient les mêmes itinéraires qu'avant avril 2007. Airlie Beach restait la même petite station balnéaire d'où, chaque matin, des dizaines de bateaux partaient vers le récif. Rien dans le port ne rappelait qu'un catamaran blanc était parti de là avec 3 hommes qui ne sont jamais revenus. Au cours des années suivantes, l'affaire du CAS 2 n'a connu aucun nouveau rebondissement. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Ni les courants, ni les marées, ni les découvertes fortuites sur les îles récifales n'ont permis de mettre la main sur le moindre fragment pouvant être associé à l'équipage. La mer de corail a complètement englouti ces 3 hommes, sans laisser la moindre trace physique. Mais l'histoire a continué à vivre dans une autre dimension. Le CAS 2 est devenu un incontournable des listes de mystères maritimes, des recueils de disparitions inexpliquées et des sélections de navires fantômes. Des documentaires, des podcasts et des articles dans des revues maritimes spécialisées revenaient sans cesse sur cette affaire. Chaque nouveau récit y ajoutait sa touche personnelle. Certaines versions mettaient l'accent sur le mystère. Un navire vide, un moteur en marche, une table dressée. D'autres sur le facteur humain. 3 hommes d'un certain âge, avec une expérience minimale, s'étaient aventurés en pleine mer en ignorant les avertissements. D'autres établissaient des parallèles avec le thriller australien Dead Calm, tourné en 1989 précisément dans cette région de la mer de Corail, où l'équipage d'un yacht rencontre un inconnu à bord d'un bateau à la dérive. La coïncidence géographique conférait à la version de l'attaque un poids supplémentaire, même si celui-ci était purement cinématographique. La comparaison avec le Mary Celeste s'est tellement ancrée qu'elle est devenue partie intégrante de l'identité de l'affaire. Chaque fois que le CAS 2 était mentionné dans la presse, ce parallèle était inévitablement établi. Pourtant, entre ces 2 affaires, séparées par 135 ans, il existait une différence fondamentale. Le Mary Celeste a été retrouvé à une époque où les moyens de communication et de navigation étaient rudimentaires, où un navire pouvait naviguer pendant des semaines sans contact avec la terre ferme et où la disparition de l'équipage pouvait être attribuée aux limites de la technologie. Le CAS 2 a disparu en 2007. À bord se trouvaient un GPS, une radio et des téléphones portables. Et aucun de ces appareils n'a permis de déterminer ce qui s'était passé. C'est précisément ce contraste entre l'équipement technologique et l'opacité absolue du mystère qui rendait le cas du CAS 2 si particulier. À une époque où chaque pas est enregistré par des satellites, 3 personnes ont réussi à disparaître comme si l'électronique n'avait aucune importance. Sur les forums nautiques, les discussions n'ont pas cessé pendant des années. Des plaisanciers expérimentés ont passé au crible chaque élément de la situation à bord. La position des voiles, l'état du gréement, le fonctionnement du moteur au point mort. Certains en sont venus à la conclusion que la version du coroner, malgré son caractère peu plausible, restait la seule explication compatible avec les indices matériels. D'autres soulignaient des détails qui ne collaient pas. Pourquoi Batten aurait-il mis le moteur en marche
s'il comptait affaler les voiles? Pourquoi le moteur est-il resté au point mort plutôt qu'en prise? Chaque question de ce genre donnait lieu à un nouveau fil de discussion, et aucun d'entre eux n'aboutissait à une réponse définitive. Cette affaire a également attiré l'attention des spécialistes de la sécurité maritime. Elle est devenue un cas d'étude dans les débats sur la nécessité des balises de détresse individuelles qui se fixent au gilet de sauvetage et s'activent automatiquement en cas de chute à l'eau, ainsi que sur les règles imposant le port obligatoire du gilet de sauvetage lors de la sortie sur le pont en pleine mer. Si les hommes avaient porté des gilets équipés de balises, le signal aurait été émis au moment de la chute et les recherches auraient commencé dès les premières minutes et non 3 jours plus tard. Le catamaran Kaz 2 a ensuite été vendu. Il a changé de propriétaire et a continué d'exister comme un simple bateau de plaisance, sans plaque commémorative ni lien avec son histoire. Pour son nouveau propriétaire, ce n'était qu'un simple bateau. Pour tous les autres, il est resté à jamais un bateau fantôme. L'affaire Kaz 2 est officiellement classée depuis août 2008. Verdict, décès accidentel. Aucun nouvel élément de preuve n'est apparu. Aucune nouvelle enquête n'a été menée. 3 faits restent toutefois inexpliqués. Premièrement, aucun corps n'a été retrouvé. La mer de Corail, malgré ses courants et l'activité de sa faune marine, n'engloutit pas toujours tout sans laisser de traces. Des restes, des fragments de vêtements, des objets personnels sont rejetés sur le rivage, parfois après des années, parfois après des décennies. Dans le cas du Kaz 2, rien n'a été retrouvé. Deuxièmement, la situation à bord ne correspondait entièrement à aucune des versions avancées. Trop ordonné pour une tempête, trop intact pour une attaque, trop soudain pour une fuite planifiée. Troisièmement, 3 personnes ont disparu simultanément d'un navire équipé de moyens de communication, dont aucun n'a été activé. Le médecin légiste a donné une réponse qu'il a lui-même qualifiée de provisoire. La mer n'en a donné aucune. La mer de Corail reste l'une des plus belles au monde. Une eau turquoise, des récifs, des îles tropicales à l'horizon. Quelque part dans ces eaux, en un point dont les coordonnées ne sont connues que de manière approximative, en avril 2007, s'est produit un événement qui n'a toujours pas de nom. Les courants continuent de se déplacer, les récifs continuent de grandir. Et les 3 personnes qui ont quitté Early Beach ce dimanche matin ne sont jamais revenues sur le rivage.